Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Jean-Luc qui a intitulé son exposé « L'imprévu génétique catastrophique ». Et tu vas nous dire si c'est l'imprévu ou la génétique qui sont catastrophiques ou les deux. Jean-Loup Mandel. Voilà, bonjour. Donc, je tiens à remercier d'abord Muriel Flixtrève et René Friedman de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens à Gypsy. J'ai trouvé que, effectivement, la première session était tout à fait passionnante et stimulante. Donc, c'est difficile de venir après. Et donc, je vais vous parler effectivement de cet imprévu génétique catastrophique. Et est-ce qu'on peut prévoir l'imprévu et le prévenir? Alors effectivement, la naissance d'un enfant dans une famille est toujours une promesse d'un bonheur espéré, de sa présence et de son développement harmonieux. Mais évidemment, l'annonce que cet enfant, l'annonce imprévue que cet enfant est porteur à naître ou déjà né, ça peut être en postnatal, va avoir une maladie génétique pédiatrique très grave et ressentie effectivement comme totalement catastrophique par les familles parce que ces maladies peuvent être associées à une mortalité dans l'enfance ou le jeune adulte, à de lourds handicaps physiques, les myopathies, les ataxies, des handicaps sensoriels, cécité ou surdité congénitale ou précoce, quelquefois les deux comme dans le syndrome de Usher, des déficits cognitifs, déficiences intellectuelles associées ou non à l'épilepsie, à l'autisme ou à d'autres troubles du comportement qui touchent près de 2% des enfants. Et puis ces maladies où finalement il y a plusieurs organes qui dysfonctionnent, des maladies à symptomatologie qu'on dit pléiotropes. Et donc la question que vont se poser les parents, que ce soit en prénatal ou en postnatal, c'est quel sera l'avenir de cet enfant. Alors, il y a des progrès sensibles dans la prise en charge médicale, mais pas pour toutes les maladies. Cette prise en charge est souvent très lourde, et même si elle améliore la qualité et l'espérance de vie, c'est très rarement un vrai traitement curatif. Et puis, il y a ces maladies beaucoup moins connues, parmi les 3000 ou 4000 maladies génétiques que l'on connaît, où vous avez une expressivité variable aussi, et donc l'incertitude. Et puis, pour la famille, se pose le problème du risque de récurrence. C'est arrivé une fois, est-ce que ça risque d'arriver une deuxième fois, soit dans la famille nucléaire, soit dans la famille élargie? Et là, si on a identifié la mutation responsable, on va pouvoir répondre et faire un conseil génétique. Alors, quand c'est en prénatal, Madame Fekete en a déjà parlé, on est dans un intervalle de temps resserré où on devoir avoir des informations précises qui peuvent être difficiles à obtenir et avec des incertitudes qui sont les incertitudes des connaissances ou l'incertitude de la biologie. Il y a des pathologies où il y a ce qu'on appelle une pénétrance incomplète, c'est-à-dire que ça va être sévère dans 50 ou 60% des cas, mais il n'y aura pas grand-chose dans 40%. Et ça, c'est les incertitudes de la biologie. Dans l'échographie, si on voit une anomalie mineure ou aisément corrigeable, est-elle isolée ou est-ce que c'est un signe d'un syndrome plus sévère? Ça, c'est aussi une incertitude. Et donc, la prise de décision difficile pour les parents et pour les médecins qui accompagnent les parents dans ce choix difficile. Alors, effectivement, ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'émergence explosive du dépistage prénatal non invasif pour les trisomies qui a été validé en 2011 et qui est d'utilisation croissante dans de nombreux pays, avec un certain retard en France, mais on s'y met. Et non seulement pour les trisomies, mais vous verrez pour de plus en plus probablement d'autres pathologies. Mais ce dont on ne parle quasiment pas et dont je vais surtout parler, c'est le développement des possibilités de dépistage préconceptionnel dans la population générale des couples à risque d'avoir des enfants avec des maladies génétiques graves
et pouvant être suivies éventuellement, si vraiment elles sont graves et si c'est le choix de la famille, par un diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Alors juste pour dire qu'effectivement sur l'aspect du diagnostic non invasif, vous avez cette diapositive qui montre, je dirais, une publicité d'un des laboratoires américains en pointe et qui propose maintenant, en plus des trisomies 21, 18 et 13, de faire toute une série d'autres anomalies chromosomiques comme la délétion 22q11 ou syndrome de Di-George, le syndrome de Prader-Willi-Angelman, etc. Et cette liste ne peut qu'augmenter avec les progrès technologiques dans le domaine. Avec des questions, va-t-on par exemple vers une quasi-disparition de la trisomie 21? Y a-t-il un risque de stigmatisation des parents qui auront choisi de garder l'enfant ou de ne pas faire le test ou pour qui le DPN n'a pas été fait pour des raisons techniques ou sociales? Cela aura-t-il un impact négatif ou positif sur la prise en charge sociétale des enfants puis adultes avec trisomie 21 ou autre cause de handicap intellectuel? Mais donc, je vais parler de ce dépistage systématique, et ça, pour la population française générale, ça vient au départ d'un article qui a fait, pour certains d'entre nous, un effet d'une bombe, en 2011, un article américain, qui disait qu'avec les technologies de séquençage à haut débit, ils pouvaient séquencer 450 gènes qui sont responsables ou associés à des maladies pédiatriques très graves, dépister les personnes qui sont porteuses de mutations, ou surtout, pour des maladies récessives, les couples où chacun des membres du couple est porteur d'une mutation dans le même gène, et donc avec un risque de 1 sur 4 d'avoir un enfant atteint à chaque grossesse par cette maladie. Et il disait que le coût analytique du test, alors pour un couple, en fait, ça ferait à peu près $800, ça ne comprend pas quand même l'interprétation, le conseil génétique, etc. C'est simplement le coût du séquençage. Alors, donc, le diagnostic préconceptionnel, c'est détecter les couples à risque dans la population générale d'avoir des enfants atteints de maladies génétiques pédiatriques graves. Cela devient possible techniquement. Il y a d'évidentes limites éthiques, mais est-ce que on considère, ou vous considérez, que c'est un eugénisme débridé, que c'est le rôle de la médecine, finalement, d'interrompre des grossesses ou d'éviter les naissances d'enfants parce qu'ils ont un certain nombre de maladies pédiatriques graves? Quelles sont les limites des maladies aussi, de gravité, de coût en santé? Le retard mental léger, par exemple, qui touche probablement 1% de la population et qui est quand même souvent génétique, pas toujours. Est-ce que ça justifie ou ça ne justifie pas? Les surdités congénitales, est-ce que ça peut justifier ou est-ce qu'on doit pouvoir laisser le choix ou au contraire l'interdire? Puis des limites financières, parce qu'il y a 800 000 couples qui ont un enfant chaque année en France. Donc s'il faut faire le dépistage dans 800 000, ça va être, en tout cas au départ, un coût très important. Et puis des limites liées aux connaissances insuffisantes, parce que quelquefois, comme l'a dit M. Ancernet, on se trouve devant l'identification de variants dont on ne sait pas trop s'ils sont très pathogènes, un peu pathogènes ou pas du tout pathogènes. Alors, ceci, ce n'est pas nouveau en fait, puisque à partir des années 70-75, dans la population juive ashkénaze en Amérique du Nord, puis en Israël, il a été mis en place un dépistage systématique des porteurs sains au départ de la maladie de Tay-Sachs et qui s'est beaucoup amplifié après. Et à partir de 1975, dans plusieurs pays autour de la Méditerranée, en tout cas du nord de la Méditerranée, le dépistage systématique des porteurs sains de bêta-thalassémie, une maladie hématologique extrêmement grave, en Sardaigne, en Grèce, à Chypre et dans d'autres pays. Alors, simplement pour vous montrer ici, par exemple, en Sardaigne, c'est un programme qui a commencé en 1975. Il naissait à l'époque en Sardaigne environ 110 patients atteints de ces formes de maladies extrêmement graves, la thalassémie. À l'époque,
les enfants mouraient assez jeunes, ou en tout cas comme jeunes adultes. Et vous voyez qu'à partir de, disons, des années 90, il y avait au maximum une dizaine de naissances, donc plus de 90% ont été, je dirais, prévenus par ce programme. De la même manière, pour la maladie de Tay-Sachs, donc dans les populations juives ashkénazes, c'est une maladie qui est particulièrement fréquente chez les juifs ashkénazes. Jusqu'en l'an 2000, il y avait eu 1,3 million de personnes testées, près de 50 000 porteurs sains identifiés, 3 000 grossesses suivies et 583 interruptions médicales de grossesse. Dans cette population, en tout cas, là où il y a ces programmes, la maladie de Tay-Sachs a quasiment disparu. Dans ces mêmes populations, donc chez les juifs ashkénazes, il y avait d'autres maladies un peu moins fréquentes, mais qui étaient quand même plus ou moins particulières à cette population, pour ce qu'on appelle des effets fondateurs. Et le programme a été étendu de 1 à 16 maladies. Et finalement, les gens avaient le choix, est-ce que vous voulez être dépisté uniquement pour Tay-Sachs ou les maladies les plus sévères, ou pour l'ensemble des 16 maladies, ou plus rares, et ils demandaient systématiquement d'être dépistés pour les 16 maladies. Alors, oui, juste pour dire que ce programme est devenu, aux États-Unis, le standard of care recommandé par les généticiens médicaux et par les obstétriciens gynécologistes, en tout cas pour cette population concernée. Alors, ceci, finalement, s'est amplifié en Israël, puisque là, il s'agit d'un programme national, c'est-à-dire prise en charge sur le budget santé de l'État, qui inclut le dépistage, à partir de 2008, pour l'ensemble de la population, non seulement de ces maladies dites juives ashkénazes, mais de la mucoviscidose, qui, elle, est fréquente de manière beaucoup plus large, et en 2013, de toutes les maladies sévères qui, dans une partie de la population israélienne, qui est évidemment très... vous avez des communautés particulières, où la fréquence des porteurs est supérieure à 1 sur 60, où la fréquence de la maladie est à 1 sur 15 000. Et donc, en plus de ces maladies spécifiques, il y a, pour l'ensemble de la population, le dépistage de la mucoviscidose, de la myotrophie spinale, une maladie musculaire extrêmement grave, et du retard mental avec X fragile. Avec des choses qui seraient évidemment impensables en France, parce qu'on va prendre en charge telle ou telle maladie selon l'origine ethnique de la population. Est-ce que c'est un juif ashkénaze ou un juif du Maroc, ou un arabe chrétien ou un arabe musulman? Pourquoi? Simplement parce que dans ces différentes sous-populations, ou des bédouins du Negev, la fréquence de certaines maladies est particulièrement importante, mais pas dans les autres. Et donc, on va dépister dans une population donnée les maladies qui sont particulièrement fréquentes. Aux États-Unis, à la fois les généticiens médicaux, le Collège des généticiens médicaux et des obstétriciens gynécologistes ont recommandé depuis 2001, et ça a été reprécisé en 2011, que le dépistage des mutations les plus fréquentes de mucoviscidose soit proposé à toutes les femmes enceintes ou en âge de procréer. C'est la même chose en Australie, par contre, pas aux États-Unis et au Canada. Et comme ça, par exemple, un labo privé en 2011 a publié un article où des résultats du dépistage des 98 mutations les plus fréquentes du gène de la mucoviscidose chez 365 000 individus, détectant un couple à risque sur 1400. Et en France? Eh bien, en France, en 2004 et en 2009, un avis réservé, c'est-à-dire en fait défavorable, du Comité consultatif national d'éthique pour le dépistage dans la population générale pour la mucoviscidose, tout en permettant ce qu'on appelle le dépistage en cascade, c'est-à-dire chez les frères et sœurs non atteints d'un enfant atteint de mucoviscidose, on va voir est-ce qu'il est porteur de la mutation. S'il est porteur de la mutation et qu'il veut procréer, on va tester le conjoint, ce qu'on appelle le dépistage en cascade, mais uniquement dans les familles où il y a déjà un enfant atteint. Et le comité explique qu'il y a cette réserve en raison de l'incertitude de la gravité de l'expression de la maladie, et il dit qu'il est raisonnable de prendre en compte la gravité de l'expression de la maladie dans la famille proche
gravité qui résulte de la présence de facteurs génétiques modificateurs, mais la plus grande prudence s'impose s'agissant de l'appréciation de la gravité lorsqu'il n'y a aucun antécédent familial. Il y a un risque majeur de majorer l'estimation de la gravité. Je dois dire qu'en ce qui concerne, je dirais 95% ou 98% des cas de mucoviscidose, je pense que ce raisonnement ne tient pas d'un point de vue scientifique. Il peut tenir pour d'autres maladies. Donc, comme à plusieurs reprises, le CCNE a donné des avis défavorables, donc en France, rien ne bouge, ça n'est pas vraiment proposé nulle part. Les gens ont peur d'être accusés d'eugénisme. Et pendant ce temps, aux USA, au Royaume-Uni ou en Hollande, il y a des études pilotes qui sont entreprises, non pas juste sur la mucoviscidose, mais sur cette application à l'ensemble de maladies graves pédiatriques. Et donc la question que je voudrais vous poser à vous, et à vous non pas en tant que médecin ou en tant que gynécologue, mais en tant que personne qui pourrait soit procréer, soit avoir des proches qui veulent procréer. Donc cette perspective d'un dépistage généralisé des couples à risque d'avoir un enfant atteint de maladies sévères, autosomiques récessifs ou liéochromosomiques. Est-ce que ça vous paraît une dérive eugénique intolérable qui doit être interdite? Un risque, certes, de dérive marchande, parce qu'il va s'agir d'un marché énorme. Un choix qui peut être proposé et payé par les couples qui le souhaitent avec des garde-fous réglementaires. Ou est-ce que ça devrait être pris en charge, toujours comme un choix, par l'assurance maladie pour les pathologies particulièrement sévères, prise en charge de la réalisation du test et du conseil génétique? Est-ce qu'on peut parler d'aspect économique, de comparer le coût de ce dépistage versus le coût de traitement pris en charge de ces maladies? Je citerai simplement un traitement tout à fait récent et très innovateur pour 5% des malades atteints de mucoviscidose, ceux qui ont la mutation G551D, c'est la médecine ultra personnalisée. Ce médicament, ce traitement, est affiché à 300 000 € par an. Conseilleriez-vous ou pas un tel dépistage, dans des conditions techniques fiables, à vos proches ayant un projet de procréation? Et une question, pensez-vous qu'il est plus éthique de prévenir par le diagnostic prénatal la naissance d'un deuxième enfant atteint d'une maladie grave? C'est ce qui est pratiqué actuellement en France, que de donner la possibilité ou le choix de prévenir la naissance d'un premier enfant atteint. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, l'avis du CCNE, c'est quand il y a déjà un enfant atteint, on a le droit d'aller explorer pour voir s'il va y avoir un deuxième. Mais par contre, s'il n'y en a pas encore eu, non, ça, on déconseille. Alors, il faut dire juste qu'on ne pourra pas dépister les risques de pathologie génétique dominante dues à des mutations de novo, c'est-à-dire dans la majorité ou dans beaucoup de cas de déficience intellectuelle sévère, l'enfant atteint a une mutation qui n'est pas présente chez les parents, qui est survenue de novo. Alors, moi, ce que je pense, c'est que je n'ai pas la réponse de ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut faire des études pilotes pour justement évaluer la demande et l'acceptabilité de tels tests. Ah, pardon. Ah, pardon. Et voilà. Pardon. Excusez-moi, j'avais entendu un bruit, mais donc des études pilotes pour évaluer la demande et l'acceptabilité de tels tests, la manière de les expliquer à la population et aux couples, évaluer les aspects d'efficacité économique, évaluer les aspects d'interprétation, par exemple pour ces variants de pathogénicité incertaine dont a parlé le professeur Ansermet, qu'en faire, que dire ou que ne pas dire. Et puis, juste ceci dont peut-être Dominique Stoppalione avait parlé l'an dernier, c'est cet article qui montre, alors c'est pour le moment un article un peu exceptionnel dans Nature, qu'on peut séquencer de manière non invasive le génome entier d'un fœtus en séquençant le père, en séquençant la mère et en séquençant l'ADN circulant libre de la mère et en faisant un traitement bioinformatique très sophistiqué. Alors, pour le moment, ça n'est pas encore possible de faire ça en pratique courante, mais peut-être dans 5 à 10 ans.
Et alors, est-ce que ceci entraîne le risque d'une société de type Gattaca, où la connaissance du génome à la naissance va indiquer qu'est-ce que vous deviendrez, qu'est-ce que vous aurez le droit de faire ou de ne pas faire? Et je veux simplement dire que moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que nous sommes, en dehors des maladies génétiques très sévères, que très partiellement conditionnées par nos gènes, il y a la multiplicité des rôles des facteurs environnementaux et culturels, et surtout la multiplicité aussi des facteurs génétiques qu'on ne comprend pas et qu'il sera très difficile de comprendre, et des interactions gènes-environnement. Et donc, comme Pierre Alechinsky, je pense plutôt que nous sommes largement inconditionnés par nos gènes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Luc. Tu vas nous rejoindre. Et dorénavant, avec Yves Ville, nous pourrons avoir la fierté d'être ceux qui ont fait tenir Jean-Louis Mandel dans les temps, à 2 secondes près. Et ça, on va en être très fiers avec Yves. Je n'ai pas de questions brûlantes à soulever tout de suite, mais c'est un sujet exceptionnellement intéressant qui nous porte aussi à une réflexion aussi sur le prénuptial, puisque dans les populations que tu as évoquées, Ashkénaze notamment, et dans ce qui se fait dans le Golfe arabique, les idées sont aussi de dépister avant le mariage pour que les couples s'assortissent, si je puis dire, de manière génétiquement compatible en évitant les maladies les plus fréquentes. C'est très intéressant parce que ça soulève quelques sourires, j'entends, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est une manière culturellement, socialement et on peut dire aussi politiquement correcte pour ces pays d'assumer la prévention génétique sans passer par le diagnostic prénatal qu'ils rejettent pour des raisons religieuses. Mais c'est un autre sujet. Tu as dit que la stratification ethnique était quelque chose que la France aurait du mal à accepter, mais elle se fait déjà, au fond, dans le dépistage de la drépanocytose, qui est ciblé aujourd'hui encore sur les personnes d'origine africaine ou antillaise, ce qui est la même chose. Et puis on t'interrogera peut-être tout à l'heure sur un mot-clé de la question que tu as posée, qui était généraliser. Et je crois qu'il me semble que c'est peut-être sur ce mot-là que le Conseil consultatif national d'éthique a mis un avis réservé, il me semblerait en tout cas, c'est l'idée de généraliser, c'est-à-dire de rendre global non plus cette proposition, mais cet acte, comme on fait le dépistage néonatal à la naissance par exemple. Mais je pense qu'on discutera de tout ça tout à l'heure, si tu veux bien, Jean-Loup, à moins que tu aies un commentaire. Non, je pense qu'on pourra discuter après. Oui.